Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du salon Agrimax pour cette nouvelle émission. Alors, un salon, c'est vrai qu'il y a peu de salons qui se sont tenus cette année. On a la chance d'être ici avec notre plateau télé sur ce salon et j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Dechoux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable du salon Agrimax au sein de Metz Événements. C'est vrai que c'était une édition pour le moins inédite. Inédite, vous l'avez dit, inédite déjà parce qu'elle s'est tenue, on l'a fait collectivement, c'est déjà en soi une bonne nouvelle et on est heureux de voir que les éleveurs nous disent merci de nous avoir mis en lumière, merci d'avoir permis qu'on ait un moment de retrouvailles, un moment pour être ensemble, pour partager des choses fortes. Alors je les ai rencontrés, les éleveurs, et justement c'est vrai qu'ils sont contents parce que pour eux c'est important ces concours. C'est pas uniquement de montrer, c'est aussi du business derrière qui se fait. C'est du business, c'est du partage. C'est vrai que les éleveurs ont dit oui, bien sûr, les agriculteurs étaient moins touchés par la période qu'on a connue, la période précédente, au sens où ils ont pu travailler. N'empêche qu'ils n'ont pas pu se retrouver comme habituellement, partager des choses et que Agrimax, c'est d'abord sa vocation, c'est de rassembler, de se mesurer, de se confronter positivement, toujours positivement, mais c'est d'abord ça et c'est le seul salon de ce type, le salon professionnel de l'automne, donc c'était d'autant plus important de pouvoir le tenir. Et malheureusement, je sais que vous êtes partenaire, le sommet de l'élevage n'a pas pu se tenir, on sait que le salon de l'agriculture ne pourra pas se tenir, on sait que des concours mondiaux n'ont pas pu avoir lieu aussi en matière d'élevage. Comment vous avez fait ? Écoutez, on a noué des relations de confiance avec les autorités. On avait bien sûr des protocoles sanitaires éprouvés pendant la foire internationale de Metz qui s'est tenue ici il y a une vingtaine de jours, qui ont permis de nouer des relations de confiance, de montrer que porter le masque, les entrées et sorties différenciées, la traçabilité sur le salon étaient compatibles avec la convivialité. Vous pouvez allier sécurité et convivialité, c'était important. Partout des distributeurs donc de gel, aussi. Des personnes qui passent pour désinfecter, c'est vrai que vous avez mis les moyens aussi. On a mis les moyens, il le fallait je crois, puisque l'idée c'était de permettre cet événement mais de ne surtout pas mettre qui que ce soit en risque. Et donc je crois que ça pour le coup c'est quelque chose qui s'est bien passé. Et en tout cas on a beaucoup de messages d'encouragement et aussi de gratitude et on voit beaucoup de sourires. Voilà. Toute dernière question. Cette 9e édition, elle est aussi particulière parce qu'elle est aujourd'hui totalement structurée. C'est-à-dire que vous, votre ambition, c'est d'aller chercher non seulement le Grand Est, les pays limitrophes aussi qui sont orientés vers l'élevage. Et pour ça, vous vous êtes appuyé sur une association d'éleveurs. Une association qui s'appelle Ambition Grand Est Élevage Europe. Ce nom assez long dit beaucoup de choses. Il dit que Agrimax a une place dans le concert des grands salons de l'élevage. On ambitionne et on est en train d'être reconnu comme le 3e rendez-vous national de l'élevage. On est à 50 km de 3 frontières et on le voit cette année avec un concours européen en race limousine. L'idée de donner cette ambition européenne à travers une association plus visible à vocation grand régional qui porte ces concours, qui est un pilier d'Agrimax aux côtés de l'organisateur, donc Metz Expo, groupe G11, ce que nous sommes. Et voilà, avec cette aura politique aussi, on a eu beaucoup de rendez-vous politiques, les grands sujets de la filière, des différentes filières, viande, lait, équine et ovine aussi, ont été abordés sur Agrimax. Je crois que c'est important. Et c'était important pour conclure peut-être de dire que c'est sûr, c'est pas cette année que les chiffres en termes de visitorat auront battu des records. On s'y attendait, on échangeait, les exposants auraient aimé voir encore plus de visiteurs, bien évidemment. Mais malgré tout, on l'a fait, les éleveurs étaient heureux et politiquement, on a marqué aussi les esprits, je crois. Bon, en tout cas, Christophe Dechoux, merci beaucoup et félicitations. Restez avec nous, on va attaquer le thème du débat et j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Sonia Andriane. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes agent général d'assurance donc Aviva et vous êtes justement exposant ici au sein de l'Agrimax. Et puis à ma gauche, Brahim Amouche, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin d'ailleurs, avant toute chose.
et en même temps vous êtes député MoDem de la Moselle. Merci d'être parmi nous. Merci. Alors on va parler des enjeux aujourd'hui qu'il y a à s'intéresser au monde rural sous différents aspects, et un des aspects, et je sais que vous êtes intervenu hier à l'Assemblée nationale dans le cadre donc du budget de la sécurité sociale sur les hôpitaux de proximité, sur la nécessité de permettre à tous les territoires d'avoir des conditions équitables d'accès aux soins. Et il y a aussi la sécurité ou l'insécurité à la ferme qui est aujourd'hui une véritable problématique pour les agriculteurs. Et justement aujourd'hui sort une enquête et vous allez voir au travers de cette interview que nous avons réalisée que l'insécurité à la ferme est une des principales préoccupations du monde agricole. Image. Stéphane Nisler, bonjour. Bonjour. Alors, avec Kazar, votre agence, vous avez un baromètre et vous suivez régulièrement l'évolution, notamment du moral des agriculteurs. Et là, il y a des chiffres vraiment intéressants en matière de sentiment d'insécurité à la ferme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, c'est donc un baromètre que nous avons mis en place depuis le mois d'avril. La première vague a eu lieu pendant le confinement et on a observé des agriculteurs ayant plutôt un bon moral. Nous avons refait ce baromètre sur une deuxième vague fin septembre, début octobre. Et là, nous observons donc une baisse, mais très importante, du moral des agriculteurs, puisque nous observons à peu près 30 points de moins entre le mois d'avril et fin septembre. Identique d'ailleurs aussi sur la confiance qu'ils ont sur l'avenir, avec une baisse de plus de 20 points entre avril et fin septembre. Voilà. Donc cette baisse de morale, on a essayé de savoir d'où elle pouvait venir. On a travaillé notamment sur ce sentiment d'insécurité. Et j'allais dire bingo, puisque effectivement ce sentiment d'insécurité semble très très fort auprès des agriculteurs, puisque 2/3 d'entre eux se déclarent en sentiment d'insécurité. Et quand on creuse encore un petit peu plus, on s'aperçoit que ce sentiment d'insécurité est lié surtout à des facteurs psychologiques, puisque pas loin de 50% de ces agriculteurs qui se sentent en insécurité pensent que c'est lié en fait à l'agribashing. Et donc c'est pour nous assez important. C'est aussi important que des actes ou des gestes crapuleux qui auraient pu se faire dans leur ferme, par exemple, des vols, des cambriolages, etc. Et quand on leur pose la question s'ils se sentent soutenus par la société civile, la réponse est encore plus forte, puisque 90% de ces agriculteurs pensent qu'ils ne sont pas soutenus par la société civile. Donc on s'aperçoit en fait de cette fracture qui existe entre ce monde agricole et la société civile, et cette fracture qui avait l'air plutôt de se refermer au mois d'avril pendant la période de confinement est en train de se réouvrir en fait dans cette période de septembre-octobre. Voilà. Donc ça reste à confirmer bien évidemment par des études peut-être encore plus quantitatives, bien que là on avait un échantillon représentatif de plus de 900 agriculteurs. Merci beaucoup. Merci. Brahim Hamouche, donc vous avez vu, il y a eu une période au moment du confinement où il y a eu un retour vers la campagne, vers les agriculteurs qui a été ressenti positivement par les agriculteurs, et depuis on sent une cicatrice qui est en train de s'ouvrir, un malaise on va dire, un sentiment d'insécurité, lié certes à une augmentation des vols, on pourra en parler après avec toutes les problématiques, mais aussi un malaise vis-à-vis de la société civile où les agriculteurs ont de moins en moins l'impression d'être soutenus. Vous êtes dans un département qui est rural, comment vous le percevez ? Alors, je vais parler à double titre, en tant que député de la Moselle, mais également en tant que psychiatre, parce que j'ai été amené régulièrement dans mes prises de garde et de fonction à recevoir des agriculteurs en dépression, voire même pour certains ayant fait des tentatives de suicide. Il faut savoir que dans les chiffres que vous citez, il y a aujourd'hui, tous les 3 jours, un agriculteur en France qui malheureusement passe à l'acte. Donc cette pression qui est évoquée dans votre petit reportage et que vous évoquez également à la fois de la société mais également du contexte économique et des injonctions quelque part qui sont données au monde agricole et dans la période de transition. Et je crois que s'il y a vraiment un métier qui aujourd'hui est au centre des transitions, puisqu'on parle beaucoup de transition écologique, transition économique, transition démographique, transition politique, eh bien c'est bien le métier d'exploitant agricole et d'agriculteur. Je crois vraiment que c'est le métier qui est à la fois le baromètre des trajectoires qui sont prises et des virages qui sont aujourd'hui prises au niveau sociétal et également des injonctions parfois même paradoxales
paradoxales, et c'est compliqué de vivre avec des injonctions paradoxales, parce qu'on demande aux agriculteurs de produire une alimentation sûre, de qualité, locale, de proximité, et en même temps, l'agriculteur, lui, est un exploitant, donc il a besoin aussi de vivre de son travail et de son revenu, et non plus de subventions, ou en tous les cas, c'est que sa rémunération paye, et paye pour bien vivre de son travail. Et là, il est pris en étau, donc il y a une vraie difficulté à la fois matérielle, sociale, économique, et bien évidemment, tout ça va jouer sur le psychologique, parce que nous sommes une unité, nous vivons dans un écosystème, et nous ne sommes pas complètement isolés de notre système, quel que soit l'être humain, agriculteur ou pas, mais particulièrement dans les exploiteurs agricoles, eh bien, ils sont confrontés au plus près de ce paradoxe qui est: on veut une alimentation sûre, mais en même temps, on vous dit que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est plus comme ça qu'il faut faire. Mais on voit bien qu'on est dans une zone qui n'est pas agréable pour tous, et particulièrement pour ceux qui sont au front, comme on dit. Et les chiffres qui ont été cités, c'était à partir d'avril, donc on était en plein confinement. Donc il y avait aussi des agriculteurs que j'ai pu voir, et à ce moment-là, ils étaient aussi en pleine bourre, c'est-à-dire qu'ils bossaient à ce moment-là. Ils bossaient beaucoup plus, alors que l'environnement, c'était: confinez-vous, restez à la maison, ne faites rien. Mais eux, ils n'étaient pas du tout confinés. Donc ils n'ont pas eu cette phase de confinement et de, je veux dire, de ce sur soi pour se conforter, pour avoir un moment d'échange familial ou avec d'autres. Donc ces moments de repli qui ne sont pas en réalité des moments de fuite, mais des moments de ressourcement. Ils n'ont pas eu cette période de ressourcement, et ils ont été confrontés à la fois aux demandes. Il faut maintenir la filière alimentaire, et là je veux donner vraiment tirer mon chapeau et applaudir des deux mains, parce que c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut pas vivre sans manger, et que l'agriculture, la France, qui a été une puissance agricole, ne l'oublions pas, qui, je dis, a été, aujourd'hui elle est concurrencée, mais elle peut maintenir sa position de puissance agricole dans justement l'agroécologie ou l'éco-agriculture. Sonia, une question. Il y a les problèmes dont on vient de parler, et puis aussi les problèmes de vol. Concrètement, il y a des vols de plus en plus fréquents dans le monde agricole? Il y en a. Effectivement, on se rend compte que par rapport au matériel, le matériel agricole, que ce soit les tracteurs, que ce soit le système de GPS, principalement le GPS, mais après également dans les exploitations, dans les ateliers, enfin voilà, du matériel qui reste accessible ou non, parce que ça ne leur fait pas peur. Donc c'est vrai que ça devient récurrent, un problème que même l'exploitant n'arrive pas à gérer à ce jour. On avait interviewé Jean-Louis, qui était, vous savez, dans la Marne, il y a eu un cas un peu compliqué d'un agriculteur qui s'est auto-défendu. Et effectivement, mais il est raconté que c'était 25 vols qu'il avait eu. Que pour appeler le gendarme, il fallait 25 minutes ou 30 minutes avant qu'il arrive. Donc matériellement, ce n'était pas possible. Il n'y a pas un problème d'équité au service de la protection apportée par la gendarmerie? Alors là, c'est vraiment la sécurité au plus proche, de proximité ou en campagne. Moi, quand j'étais petit, on avait les gardes champêtres. Je ne suis pas si vieux, hein, mais en 1960, il faut savoir qu'il y avait 25 000 gardes champêtres en France. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 1200. Donc il y a vraiment, en termes de proximité, quelque chose à remettre. Parce que moi, je suis intimement convaincu qu'il faut de la technique, du numérique, de la vidéo, surveillance, protection. Ça, c'est important aujourd'hui d'en mettre également en ruralité, et également chez les exploitants qui en rencontrent, et je pense que ça serait important qu'il y en ait même partout. Mais il y a aussi le lien humain. Et ce lien humain doit passer par une police ou une gendarmerie de proximité, voire une police intercommunale ou territoriale. Je crois qu'il faut qu'on investisse dans ces métiers de l'entre-deux. Et encore une fois, dans la période de transition que nous vivons, il faut que nous ayons des métiers qui puissent faire la passerelle dans l'entre-deux, une médiation. Et la police peut le faire soit municipale, soit intercommunale ou interterritoriale ou territoriale, la gendarmerie également, et puis bien évidemment l'aide technique, numérique et la vidéoprotection. Je préfère parler de vidéoprotection que vidéosurveillance, parce qu'en réalité là c'est une vraie protection, parce qu'on identifie les auteurs, les délinquants, ceux qui commettent ces délits, on les repère rapidement et on intervient avec une sanction immédiate. Et j'ai discuté avec quelques agriculteurs pour préparer cette émission, et ils me disaient, bon ok, il y a les gendarmes, ils sont loin, mais encore,
ils sont aussi écœurés que nous, parce qu'ils savent que le temps qu'on intervienne, c'est compliqué. Mais c'est la justice où les peines ne sont pas suffisantes qui font que vous avez des fois 25 vols successifs dans une même ferme. Alors, la coordination avec la justice et les procureurs de la République, on peut toujours l'améliorer. Mais elle existe, elle fonctionne, peut-être pas assez rapidement, mais elle pourrait encore plus fonctionner plus rapidement avec les moyens numériques et les moyens de télétransmission. Et là, je pense que l'aide de la technique va nous aider. Et ensuite, je crois que c'est important, malgré tout, que les plaintes soient faites. Il ne faut surtout pas être dans de l'évitement. C'est-à-dire, c'est la 26e fois que je suis braqué, qu'on m'a volé, qu'on m'a fracassé la porte, etc. Je laisse tomber, je ne fais plus rien. Parce que si on fait ça, on rentre dans un cercle vicieux de désespoir et on arrive, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, à un désespoir, même à une détresse psychique. Et là, c'est pire que tout parce qu'on ne va même plus aller travailler. On est désespéré, on n'est plus motivé, on se replie, on se dispute avec sa femme, avec ses enfants et on reste dans une défensive. Au contraire, il faut être offensif et il faut vraiment déposer plainte, insister, voir son maire, son gendarme, téléphoner, voilà. Et je pense que c'est aussi une réflexion globale qu'on doit avoir. Et la ruralité ne doit pas se sentir isolée par rapport ou aux métropoles, et nous avons la chance d'avoir un département, vous l'avez rappelé, avec un potentiel agricole important. Nous sommes un département agricole. Eh bien, le département se saisit et continuera à se saisir de ces questions. Donc, ce que je veux dire comme message, vous n'êtes pas seul. Voilà. Sonia, quelques conseils pratiques pour les agriculteurs qui nous écoutent pour se protéger ou peut-être faire de la prévention. Alors, au niveau prévention, qui me semble, à ce jour, effectivement, tout ce qui est atelier, quand vous êtes la possibilité de fermer, de mettre un cadenas, de fermer à clé, ça c'est les bases. Effectivement, le GPS au niveau des tracteurs, parce que c'est ce qui est recherché régulièrement, si c'est des GPS qui sont portatifs, donc à ce moment-là, les enlever une fois que vous avez fini donc, votre travail de la journée et puis le repositionner le lendemain. Donc voilà, après ce sont des petits conseils. Surveillez évidemment si autour de vous aussi vous n'êtes pas surveillé, parce que forcément des fois dans les fermes isolées on voit également des va-et-vient, des choses qui ne sont pas habituelles. Donc à ce moment-là, ayez peut-être la notion de relever les plaques d'immatriculation, le modèle du véhicule, au cas où ça ne mange pas de pain. C'est des petites choses qui peuvent peut-être servir par la suite. C'est qu'une supposition. Enfin voilà. On le voit de plus en plus d'ailleurs sur Twitter, des agriculteurs qui photographient les plaques d'immatriculation des camionnettes qui rôdent un peu dans le coin. C'est dangereux parce qu'il peut y avoir un pépin. Oui. Très concrètement, si les agriculteurs ne se sentent pas protégés, il y a toujours le risque qu'il y ait un pépin et c'est vrai qu'il faut être prudent et surtout, anticiper. On arrive à la fin de cette émission. J'ai écouté votre intervention sur les hôpitaux de proximité. Expliquez-moi un peu. Alors, les hôpitaux de proximité, ce sont des labellisations qui auraient dû être données au 1er janvier de cette année. Malheureusement, avec le Covid, le confinement, tout a été reporté. Donc, j'ai interpellé effectivement hier à nouveau le ministre de la Santé pour que l'on puisse avancer rapidement sur ces hôpitaux qui pourront offrir à la fois un accueil, à la fois des séjours et à la fois des unités spécialisées de prise en charge et de pouvoir hospitaliser au plus près de chez soi. Et il devrait y avoir quelques labellisations par département sur toute la France pour rapprocher au plus près des territoires l'offre de soins qui est une offre qui est absolument nécessaire et incontournable dans notre mission d'organisation territoriale de la santé. Pour la ruralité, c'est un plus. Bien évidemment. Absolument, absolument. Et quelle échéance? Pour la ruralité, pour les jeunes, pour les associations, ceux qui font du sport le dimanche, plutôt que d'avoir des files d'attente dans les urgences d'heures indues, j'allais dire, et de savoir quand on rentre mais pas quand on sort. Voilà, en tous les cas, en termes de fluidité, des parcours, de santé, pour effectivement la ruralité, pour la proximité, pour être identifié, et puis pour même lutter contre la désertification médicale, parce que un médecin qui s'installe doit avoir aussi possibilité d'hospitaliser rapidement un patient s'il en a nécessité ou d'orienter. Et donc c'est un confort de travail. Et qui dit confort dit forcément attractivité. Donc c'est également un élément d'attractivité des territoires. Brahim Hamouche, merci beaucoup d'être venu ici sur notre plateau à Agrimax. Sonia Andriane, merci. Et Christophe Dechoux, merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous. Merci. Merci à vous surtout.
Merci.